bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana omona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko mise mission bongo bino bosawa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224 Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, ton cause. Le président a bien dit, aucun officier n'est au-dessus de la loi. Mais il faut lui donner des raisons pour qu'il puisse, c'est parce qu'on ne peut pas, s'il y a eu des violations, on ne peut pas considérer le fait de ne pas recevoir un commandement dans l'opération avec les FDLR comme la sanction suffisante. Non. S'il y a eu violation des droits humains, on doit faire des procédures pénales contre ces gens. Mais alors où est le dossier? De quoi s'agit-il exactement? Nous l'ignorons. Ce n'est pas parce que quelqu'un à la MONUSCO dit qu'ils ont des dossiers que nous devons prendre ça pour argent comptant. Il faut nous donner un dossier documenté sur base duquel nos instances vont pouvoir statuer. C'est ce que nous demandons. Donc, comme vous, nous ignorons exactement ce qui est reproché à nos deux généraux. Et c'est là où le bas blesse. Deuxième question sur les responsables ministériels qui exerceraient encore des activités dans leur parti. Vous semblez très bien informés pour savoir qu'ils exercent encore des activités dans leur parti. Puisque s'agissant des activités que vous avez énumérées ici, moi aussi, j'exerce ces activités. Il m'arrive souvent d'aller présider une cérémonie d'installation d'une section de notre parti. Comme initiateur du parti, on m'invite, je vais là-bas et j'assiste à l'installation. Ça ne fait pas de moi le gestionnaire du parti. Il m'arrive également de me faire interpeller. Lorsque mon parti a posé un acte dans une section, il n'y a pas longtemps, il y a eu des problèmes avec certains membres de l'Église catholique. On a cité mon parti. Vous-même, vous m'avez interpellé ici. Je n'ai pas refusé de répondre. Vous-même, les médias. Oui, au Sankourou, on a appris que des gens de la CCU ont attaqué. Mais moi, je ne suis pas président de la CCU. Mais vous m'avez interpellé et j'ai répondu. Et ce n'est pas parce que vous m'interpellez que moi je deviens maintenant un organe exécutif de ce parti. Donc le fait que monsieur le vice-premier ministre Makiashi ait été discuté avec le secrétaire général de la majorité présidentielle des questions concernant une position du parti auquel il appartient ne fait pas de lui le gestionnaire exécutif de ce parti. Il faut nous trouver d'autres sources beaucoup plus convaincantes que celle-là. Donc voilà ce que je peux dire en réponse à cette question. Elisabeth Serov de RFI, vous disiez que les opérations contre les FDLR vont se poursuivre et qu'elles sont en cours actuellement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus de détails sur où ces opérations ont lieu, combien de FDLR ont désarmé déjà et qu'est-ce qui se passe exactement actuellement sur le terrain? Ensuite, il a été question de certaines ambassades qui font preuve d'ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Est-ce que là aussi, il est possible de savoir à quelles ambassades exactement le président Joseph Kabila a fait allusion hier? Merci. À la première question concernant les opérations des FDLR, je suis au regret de ne pas pouvoir articuler une réponse détaillée. Je ne peux pas vous dire où nos troupes sont déployées pour l'instant parce qu'en vous le disant, j'informerai en même temps la cible, c'est-à-dire les gens que nous voulons surprendre et désarmer. Donc ce n'est pas possible. C'est ça le principe de
la grande muette qui ne communique pas, et même lorsque nous communiquons pour elle, nous devons toujours faire très attention à ne pas les mettre en difficulté. Donc il nous est interdit de communiquer sur ces opérations-là. Nous pouvons simplement dire qu'elles ont commencé. Il y a même des arrestations, je ne peux pas dire le nombre, il y a des arrestations, il y a des interrogatoires qui se passent sur des gens qui empêchent les autres de se désarmer. Et nous pensons que les opérations se sont amorcées sur de bons auspices et elles vont continuer. Alors, vous dire combien ont désarmé pour l'instant, quelques centaines déjà, en tout cas plus qu'il y en avait au moment où l'opération commençait, mais les rapports seront faits par l'état-major général des forces armées qui va nous indiquer au moment où il trouvera opportun, de temps en temps, nous donner effectivement un bilan de ces opérations-là, qui sont extrêmement complexes, étant donné que c'est des gens qui vivent au milieu de véritables boucliers humains, que sont nos populations dans cet environnement et les réfugiés rwandais civils qui vivent avec eux. Mais l'opération, soyez-en certaines, a bel et bien démarré. Alors, les ambassades qui sont épinglées par le président lui-même n'a pas cru utile de les citer. J'imagine que leur représentant était parmi les 18 qu'il avait invités au Palais de la Nation, et donc lui-même n'ayant pas jugé nécessaire de les exposer, il ne m'appartient pas à moi, rendant sa pensée, de pouvoir me montrer plus explicite que lui, comme si j'en savais mieux que lui. C'est auprès de lui qu'ils sont accrédités, c'est lui qui apprécie leur utilité, et il dit que ce n'est pas correct. Donc moi je me limite à vous relater ce qu'il leur a dit, sans pouvoir vous dire exactement de quoi il s'agit, mais nous savons déjà que ceux qu'il a remerciés font partie de ceux dont les troupes sont allées mourir aux côtés de nos troupes au Kivu. Donc là, vous avez les noms de 3 pays qui se sont engagés au Kivu et dont on a annoncé la mort de certains officiers aux côtés des FARDC. Mais pour le reste, ce serait inconvenant de ma part de pouvoir aller au-delà de la pensée du chef de l'État. Élisa Odia, Congo Télévision. La RDC renonce à l'appui de la MONUSCO au nom de la souveraineté et non-ingérence. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette décision s'étende également avec de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO? Là, je pense aux ADF, les combats, la traque des ADF, la Loup ou d'autres groupes armés, surtout dans l'Est. Et combien de temps donnez-vous, ou on peut estimer que les FARDC pourront mettre fin rapidement à la traque des FDLR, parce que pour 15 000, je crois qu'on a pris presque 15 ans, et pour 1000, ça prendra combien de temps? Très rapidement. Et au nom de la souveraineté, au nom de la non-ingérence, et par rapport aux élections, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la RDC renonce également à l'appui financier des partenaires extérieurs? Et la toute dernière question, c'est en rapport avec une question d'actualité. On reproche à l'un de vos ministres, à l'un des ministres du gouvernement Matata II, en l'occurrence celui de la justice, d'avoir influé dans la gestion, dans l'affaire Mouyambo, lors de son intervention dans une radio périphérique de la place. Qu'en dites-vous? Merci. Merci. La première question sur la RDC, qui pourrait peut-être étendre la renonciation à d'autres opérations, vous faites bien de la poser. Il est tout à fait clair que la position prise par la RDC, par son président, ne concerne que les opérations de désarmement forcé des FDLR. Nous avons un partenaire, la MONUSCO, qui est avec nous. Il y a eu une gestion de cette opération de désarmement que nous voulions commune avec elle, gestion que nous avons trouvée malencontreuse et en tout cas décrédibilisante pour la République démocratique du Congo, et ce qui a poussé le président à dire « je renonce à cette collaboration pour le désarmement des FDLR ». N'allons pas plus loin. Je pense que c'est ça la décision. Il ne s'agit pas d'autres opérations. Il ne s'agit pas d'autres tâches qui ont été confiées à cette mission, et encore que la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, donne mandat à la mission onusienne de traquer, de désarmer les groupes armés avec ou sans les forces de défense et de sécurité de la RDC. Donc s'il y a une logique, puisque ça va se faire sans, puisque la RDC veut le faire sans, on devrait assister à une initiative de la MONUSCO
de désarmer aussi ces gens sans les FARDC, puisqu'ils sont sur un territoire assez large, c'est quand même 2 provinces. Il y a moyen de le faire sans les FARDC si on est vraiment venu ici pour cela. Donc ce n'est pas indispensable que ce soit absolument avec les FARDC. Nous avons prouvé maintenant que nous le faisons sans eux. Eux pourraient le faire sans nous, l'objectif étant le même. Ils ne sont pas venus pour nous, on est venu ici pour le peuple congolais, pour ces pauvres gens qui souffrent, qui meurent chaque jour entre les mains de ces bandits. Alors, combien de temps faudra-t-il pour en finir avec la traque? Je vais vous répondre en disant le temps nécessaire. Ça peut être 1 mois, ça peut être 1 an, ça peut être même 10 ans, qui sait? Qui sait ce qui va se passer sur le terrain? Une opération militaire, on sait quand on la commence, personne n'est capable de vous dire comment elle se termine. Il faut y mettre de la détermination, il faut y mettre des moyens, il faut y mettre de l'appui des populations, et tout cela, nous allons faire en sorte de rassembler tous ces moyens-là pour arriver à réussir, mais donner une échéance, ce serait un peu aventureux. Donc c'est le temps nécessaire à l'éradication du dernier FDLR sur le territoire de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que la RDC pourrait renoncer à l'appui extérieur pour l'organisation des élections? Nous n'avons jamais renoncé au soutien de nos partenaires pour l'organisation des élections. Mais il y a une nuance. Si en 2006, nous avons bénéficié de ce soutien, pour lequel le président hier a réitéré même ses remerciements à la communauté internationale, en 2011, nous avons vécu une surprise plutôt désagréable. On nous a promis un soutien et 2 semaines seulement avant que les Congolais n'aillent dans l'urne, on nous a retiré ce soutien. Et on a dû faire des sacrifices inimaginables qui peuvent même expliquer certains problèmes de dysfonctionnement qu'on a eu, parce qu'à la dernière minute, il a fallu trouver tous ces moyens qui nous ont manqué parce qu'on avait prêté foi en des promesses qu'on n'a pas tenues. Donc, en 2016, nous n'avons pas refusé. C'est les amis qui ont promis qui n'ont pas fait. En 2011 plutôt. En 2016, nous sommes en train de recevoir des promesses. On nous disait qu'il y a une conditionnalité, le calendrier global. Il a été mis à jour par la Commission électorale nationale indépendante. Bon, on commence déjà à percevoir clairement les choses. Il y aura probablement un soutien. Bien que, peut-être dans l'ordre des grandeurs, on peut se poser des questions. Quand on a besoin d'1 milliard et qu'on vienne vous dire nous avons 20 millions et que ça ne sera malgré tout pas une excuse, nous disons on a affaire à la première puissance du monde. Ils peuvent mettre la différence. On va voir. Mais le Congo fera sa part. Dans ce milliard-là, il y a une part pour nous, mais nous espérons que les autres feront ce qu'ils nous promettent et ne vont pas rééditer la surprise désagréable de 2011. C'est le souhait que nous avons, donc il n'est pas dans notre idée du tout de refuser une aide, pas du tout. Nous sommes un pays qui a ses problèmes, même si on a maintenant quelques embellis en matière économique, mais nos moyens sont extrêmement limités, il faut le reconnaître. Et que dégager comme ça $1 milliard pour une opération qui va vous prendre moins de 6 mois, je pense que c'est un sacrifice au-delà de nos moyens et que nous devons compter avec la solidarité de ceux qui ont dit qu'à telle condition, ils vont bourse déliée, on va attendre et nous devrons leur rappeler que cette promesse vaut la peine d'être tenue. Maintenant, les reproches à Monsieur le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'on reproche à Monsieur le ministre de la Justice? D'avoir fait une mise au point sur des allégations qui ont été faites par ceux qui soutiennent Maître Muyambo dans cette affaire qui est une affaire judiciaire. Et donc la réserve vis-à-vis d'une affaire qui est en train d'être instruite vaut aussi bien pour ceux qui ont fait le commentaire désobligeant pour les institutions que pour les institutions. Et encore que Maître Alexis Tambwe, ministre de la Justice et des Droits humains et garde des Sceaux, a réagi pour le compte des institutions qui ont été attaquées par ceux qui défendaient Maître Muyambo. Souvenez-vous, ce n'est pas la première déclaration sur le procès Muyambo qui a été faite par Maître Tambwe. Quelqu'un a dit qu'il a été arrêté par le parquet pour des raisons politiques.
Or, vous savez très bien que Maître Alexis Tambwe, ministre de la Justice, a un pouvoir d'injonction sur le parquet. Il doit pouvoir défendre aussi le parquet et qu'il est au courant de ce qui se passe parce qu'on lui fait rapport de tous ces actes de poursuite. Ceux qui ne lui font pas rapport, ce sont les juges. C'est les magistrats assis qui n'ont pas un lien quelconque avec le ministre de la Justice. Mais les magistrats debout, ceux qui poursuivent, ils ont un lien avec lui. Donc lui, il a des dossiers sur toutes les poursuites, il a des rapports. Et lorsqu'on attaque comme ça des institutions en disant on l'a arrêté pas pour ce qu'on dit, on l'a arrêté parce qu'il a organisé des manifestations. Mais il est normal que le ministre de la Justice, qui a un droit de regard sur l'action publique, fasse une mise au point. Il n'a pas dit que Muyambo devait être condamné, il n'a pas annoncé des peines ou quoi, il a dit qu'il n'a pas été arrêté pour des raisons politiques. Il a été arrêté pour des raisons de droit commun. Ceci est tout à fait normal, aussi bien pour le média qui a lancé l'information, il fallait une mise au point, que pour le public. On ne va pas laisser comme ça les institutions être attaquées et ne pas avoir le droit de mettre les choses au point. C'est ce que Maître Tambwe a fait. Et donc, s'il y a quelqu'un qui s'est mal comporté dans cette histoire, c'est celui qui a attaqué la justice faussement en disant qu'elle a arrêté Maître Muyambo pour des raisons autres que ceux dont Maître Tambwe a parlé, le stellionnat, qui sont des raisons d'ordre pénal. Et en matière pénale, vous savez, le procureur se saisit, on n'a pas besoin de plainte ou de ceci. Le procureur se saisit, vous volez le bien de quelqu'un, vous violez une femme, vous tuez quelqu'un, mais on vous arrête, on n'a pas besoin de plainte. Donc c'est quelque chose qu'il fallait dire. Dire cela, ça ne veut pas dire influencer les juges, ça n'a aucun sens. Dire cela, ça ne veut pas dire influencer le parquet, non. Vous avez dit des choses, on vient corriger les erreurs qui se sont glissées dans votre communication. Il faut accepter cela, démontrer plutôt que ce qui a été dit est faux, au lieu de vouloir empêcher. Vous n'allez pas museler une institution et vous en prendre à elle et croire qu'elle ne va pas réagir. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Jules Mamba de Raga Télévision. Monsieur le ministre, vous avez souligné à propos de l'intervention du chef de l'État sur le dossier de la MONUSCO que ce n'est pas la première fois que notre pays déplore des interventions comme ça intempestives de nos partenaires extérieurs. Comment vous expliquez ça? Quelle serait la motivation de ces interventions qui viennent très mal à propos dans notre pays? Est-ce seulement contre notre pays ou c'est notre comporte comme ça partout ailleurs? Ma deuxième préoccupation, c'est que nous sommes aujourd'hui le 16 février 2015. Nous nous souvenons, nous tous ici dans notre pays, qu'un certain 16 février 1992, des Congolais sont tombés qui voulaient manifester pour la rouverture, je pense, de la conférence nationale souveraine. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, ces gens sont morts pour rien? Est-ce que le pays a tiré quelques dividendes de ces morts? Selon vous, quelle lecture vous faites aujourd'hui, 23 ans plus tard? En ce qui concerne le fait que c'est pour la troisième fois que le chef de l'État fait cette mise au point à l'intention des représentants de la communauté internationale, nous essayons simplement de vous prendre à témoin. Parce qu'il est souvent des cas où lorsque une réaction est prise de manière assez ferme, des gens posent des questions, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? Et nous disons, nous en parlons. Hier, c'était la troisième fois. Nous en parlons. Peut-être continuerons-nous à en parler. Mais peut-être qu'un jour, une décision ferme sera prise contre quelqu'un. Il faudrait que l'opinion se souvienne que ceci avait été dit, et à plusieurs reprises. C'est dans ce sens-là. Alors, pour quelles raisons ils font cela? Le mieux, c'est de leur poser la question. Nous ne pouvons que nous livrer à des conjectures. Peut-être souhaitent-ils nous maintenir dans une situation d'impuissance qui fait que leur rôle dans notre pays, qui est un rôle limité dans le temps, soit prolongé. Puisque lorsque vous avez un État failli ou un État qui est totalement impuissant, un peuple incapable de résoudre ses problèmes, des institutions qui ne peuvent pas prendre en main les problèmes du peuple, eh bien, la nature ayant horreur du vide, il y a toujours quelqu'un qu'on doit trouver pour venir remplir
les fonctions que les institutions ou le peuple ou le pays remplit mal ou ne remplit pas. Et donc on se donne un peu du travail, on se donne de l'importance. Peut-être, ce n'est qu'une conjecture, mais c'est à eux vraiment qu'il faut poser la question. Pouvez-vous aimer des gens mieux qu'eux-mêmes? Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous aimer mieux que nous nous aimons nous-mêmes? Parce que c'est ça que ça induit. Que nous ne nous aimons pas assez, qu'eux doivent venir pour nous aimer, nous montrer comment nous devons faire pour respirer, ou comment faire pour manger et nous maintenir en vie. C'est une question qu'il faut peut-être leur poser. S'agissant du 16 février, oui, c'est une date historique. Moi-même, je porte sur le corps des traces de coups reçus au pont Kasavubu. Lorsque nous y accompagnions tous les autres leaders des partis politiques de la conférence nationale souveraine. Et donc je pense que c'était un moment de prise de conscience du peuple congolais. Et j'ai été très heureux de lire aujourd'hui dans un journal, je crois que je vais appeler l'abbé Mpundu et ses amis pour les féliciter, les leçons qu'ils tirent de ce 16 février, lorsque le défunt président Mobutu a réprimé avec la violence que l'on sait notre manifestation. Ils savent où placer les choses. Et l'encart qui est ici, lorsqu'ils disent deuxième lettre des martyrs du 16 février, lettre posthume j'imagine, au peuple congolais, il dit ensemble libérons-nous des maîtres du monde. Là est le problème. Dans ce pays, nous n'avons pas un problème majorité-opposition. Je ne le pense pas. Il y a de l'agitation pour arriver là où l'autre est, etc. Le vrai problème, notre relation avec ceux qui se sont autoproclamés les maîtres du monde. Ceux auxquels le président a parlé hier. Et je suis heureux que les organisateurs du 16 février nous rappellent à ça. Ensemble, libérons-nous des maîtres du monde. C'est le message que Outre-Tombe, nos martyrs, nous lancent. Retenons ce message-là. Ce n'est pas entre nous que ça se passe. Ça se passe avec ceux qui, depuis 60, rechignent à nous laisser maîtres de notre destin. C'est extrêmement important de comprendre cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Il y a la presse écrite. Voilà. Merci, Excellence Willy Kalengay. Géopolice. En 2001, quand le président Kabila arrive au pouvoir, l'un des objectifs, des défis qu'il devait relever, c'était de rompre l'isolement diplomatique dans lequel étaient les pays. On se rappelle, pour ceux qui ont de la mémoire, son premier voyage, il a directement quitté le pays après pression de serment pour aller à Washington et en Europe. C'est cette ouverture voulue, volontariste, qui a fait que le Congo a reçu l'ensemble des missions diplomatiques qui étaient fermées. La coopération s'est rétablie et le pays a commencé à connaître ce que nous appelons aujourd'hui la croissance. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, je me rends compte qu'il y a un changement dans la politique. Alors je voudrais savoir si ce qui arrive aujourd'hui, c'est une crise circonstancielle ou un changement réellement de stratégie politique. Parce que là, avec la citation que vous venez de donner sur combattons les maîtres du monde, je me rends compte bel et bien que nous sommes dans un changement de stratégie, un changement important de stratégie. Est-ce que le président Kabila a changé de politique par rapport à l'extérieur? Et je terminerai en posant une deuxième question. Si à quel moment la coopération devient de l'ingérence? Quels sont les critères que vous avez mis en place pour identifier que tel ambassadeur fait de la coopération, tel autre fait de l'ingérence? Quels sont les critères objectifs? Parce que tous, d'une manière ou d'une autre, n'ont comme sujet de travail que le Congo. Ils sont ici pour leurs intérêts, mais ils travaillent sur le Congo, c'est la matière qu'ils ont. Alors quand ils font des déclarations, quand ils font des recommandations, à quel moment vous pensez que là c'est de l'ingérence, là c'est la coopération? Je vous remercie. Bien. L'objectif du président, comme de tout chef d'État normalement constitué, c'est d'éviter d'être isolé. Un pays n'a pas à être isolé pour pouvoir décoller. Il faut qu'il s'insère dans le mouvement d'ensemble. Mais
il y a quand même une sacrée différence pour nous entre être isolé et faire co-gérer son pays par des puissances extérieures. Que dis-je des puissances extérieures? Par des ambassadeurs. Nous n'avons pas de problème avec la plupart des partenaires qui nous visitent ici. John Kerry est venu. Nous allons recevoir bientôt le vice-premier ministre belge et une forte délégation et tout. Mais qu'un ambassadeur se permette de dire qu'il a un mot, qu'il doit avoir le dernier mot sur des décisions qui relèvent de la compétence, de la politique intérieure d'un pays, cela ne se voit pas partout. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans un pays comme l'Afrique du Sud, cela pourrait s'observer. Mais on ne va pas dire que l'Afrique du Sud est isolée, parce que des ambassadeurs désignés en Afrique du Sud ne se mêlent pas des questions domestiques. On ne va pas dire que l'Afrique du Sud est isolée. Hier, il y a eu un gros incident à l'Assemblée nationale à Pretoria. Je n'ai pas entendu un communiqué d'un ministère, d'une ambassade dire « Ah, on a poussé M. Malema dehors, nous protestons, etc. » C'est une affaire sud-africano-sud-africaine. Pourquoi chez nous, il y a des ambassadeurs qui se permettent de s'ingérer dans cela? Lorsque nous votons une loi où nous disons le mariage, c'est une affaire entre personnes de sexe opposé, pourquoi des diplomates vont au Parlement dire il faut laisser un peu les homosexuels s'exprimer? Mais de quel droit? Au Parlement, pendant qu'on vote, de quel droit? Un parlementaire, un ambassadeur? Non, il y a des choses qu'on fait trop ici, et si nous refusons cela, nous ne voulons pas nous mettre en isolement. J'espère que ces gens ne vont pas mettre la clé sous le paillasson parce que le président leur a dit de respecter les institutions congolaises. Non, je ne pense pas que ça aille jusque-là. Non, on doit normaliser les relations avec la RDC. De la même manière qu'on coopère avec les autres, de la même manière qu'on doit coopérer avec la RDC. Il y a une question qu'un de vos collègues a posée, je pense à l'envoyé spécial du gouvernement américain, M. Feingold. On lui dit, j'ai de la peine à vous situer. Vous êtes envoyé spécial pour le Congo seulement, ou bien vous êtes envoyé spécial de l'administration Obama pour la région des Grands Lacs. Et j'ai l'impression que même lui-même est un peu dans une confusion autour de cela, parce que pour lui, c'est le Congo. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Alors il s'est excusé, oui, tout ce que je dis sur le Congo peut être appliqué à... Mais vous n'êtes pas envoyé spécial seulement au Congo. Pourquoi vous ne parlez pas des autres pays? Donc il y a quand même une déformation du regard vis-à-vis du Congo. Est-ce que c'est parce que nous avons été trop lénifiants? Est-ce que parce que nous avons été trop accommodants? Alors, rappeler les principes, ce n'est pas désobligé. Le président a été d'une politesse exquise hier, même s'il n'a pas salué ses visiteurs. Enfin, il a dit bonjour comme ça. Hein? Donc, moi je crois que dire ces choses-là, ce n'est pas chercher à s'isoler. Nous avons dit à nos amis ce qu'il fallait qu'ils sachent, ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour que la relation s'améliore. Voilà ce que nous avons dit. Et nous pensons que ce sont des hommes raisonnables. C'est des gens qui ont fait des choses avec nous. C'est des gens qui ont fait des choses pour nous. Et nous pensons que ce n'est pas parce qu'il y a eu un mot de trop, qu'il y a eu un égarement, que nous nous sommes permis de rappeler que ça va être la fin de nos relations avec eux. La coopération devient ingérence lorsque le partenaire extérieur s'arroge le droit de définir lui-même la situation, définir le champ de la coopération. Vous venez chez moi, j'ai besoin de votre intervention pour régler un problème de soins médicaux parce qu'on a une épidémie, mais vous décidez, vous dites non, moi, vos épidémies là, ça ne m'intéresse pas. Je veux seulement ouvrir la route d'ici vers le fleuve parce que c'est ce que j'ai décidé. Elle dit non, la route vers le fleuve, c'est peut-être la 3e, la 4e priorité. La priorité des priorités, c'est les soins, etc. Donc, celui qui vient pour coopérer va vous écouter d'abord. Celui qui vient pour coopérer va tenir compte de vos priorités. Il va vous aider peut-être à mieux les agencer et tout ça, mais la décision, elle vient de vous. Mais celui qui vient pour se substituer à vous,
ce que moi j'appelle les proconsuls autoproclamés, puisque personne ne les a nommés proconsuls. C'est eux-mêmes qui s'autoproclament proconsuls. Vous arrivez devant des gens polis, vous devenez leur maître. Non. Ceux-là, ils décident eux-mêmes de ce qu'il faut faire. Ceux-là, ils vous disent, nommez un tel, ne nommez pas un tel. Comment vous pouvez dire à un commandant suprême d'une armée de vous soumettre, vous qui êtes simplement un délégué d'une organisation internationale, vous soumettre à vous les décisions souveraines qu'il prend pour répartir les tâches entre ses officiers dans une structure aussi sensible que les forces armées? C'est quand même incroyable. Donc c'est ça toute la différence entre l'ingérence et la coopération. Oui, nous prenons les deux derniers intervenants, Antenne A et Prospérité. Alain Kiouka pour le compte Antenne A. Monsieur le ministre, j'ai deux petites préoccupations. La première, la CENI a publié le calendrier électoral global comme cela a été le souhait pour la plupart des acteurs politiques congolais et même aussi la communauté internationale. Mais on se rend compte qu'il y a pratiquement l'organisation de 6 scrutins en moins de 2 ans. Et d'aucuns aujourd'hui décrit la façon de faire de la CENI, puisqu'ils auraient bien souhaité que ce calendrier électoral soit le fruit d'un consensus entre les acteurs politiques pour qu'on ne puisse pas arriver au glissement que tant redoutent. Et même, il y en a qui proposent à ce qu'on puisse prioriser d'abord l'élection présidentielle et renvoyer les élections locales un peu plus tard. Parce qu'ils disent qu'au niveau de Sun City, c'était d'abord les élections locales qu'on avait exigées, et que le régime en place ne l'avait pas organisé. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et deuxième préoccupation, les événements qui se sont déroulés le 19, 20 et 21 janvier dernier ont fait que le gouvernement puisse prendre certaines mesures conservatoires, notamment couper l'Internet, les SMS. Aujourd'hui, l'Internet et les SMS ont été rétablis, mais certains leaders de l'opposition continuent à pointer du doigt le gouvernement puisque leurs numéros ont été bouchés. Et vous-même, vous êtes intervenu sur Radio Top Congo, je crois, pour justifier cela en disant que c'était pour des raisons de sécurité nationale. Faut-il, pour des raisons de sécurité nationale, restreindre les libertés des gens, libertés individuelles, notamment la liberté d'expression et de communiquer? Ça fait un peu peur. La prochaine fois, ça sera quoi? Vous allez ravir les téléphones aux Congolais? Merci. Alors, le calendrier électoral global, 6 scrutins en moins de 2 ans, et on le trouve non consensuel. On risque un glissement. Il faut prioriser l'élection présidentielle. La première chose, c'est exprimer notre étonnement. À un moment donné, la Commission électorale nationale indépendante s'était fait fort d'avancer un peu les choses en publiant un calendrier partiel. Et on a eu une levée de bouclier de l'opposition. Il ne fallait pas un calendrier partiel. Il fallait un calendrier global. Ben, le mot est venu d'eux. Et puis la communauté internationale, un peu maître à penser, avait suggéré ce thème-là, global, global, global. Et nous nous mettons tous d'accord, il faut un calendrier global. La CENI publie le calendrier global. On nous dit c'est indigeste. Mais l'autre mot pour indigeste, c'est que c'est trop global. Donc vous voulez une chose, on vous la donne, vous dites c'est trop. Mais est-ce que nous sommes dans quel monde? On s'amuse ou quoi? Vous voulez un calendrier global, on vous le donne, vous dites c'est trop global. Mais c'est vous qui l'avez voulu. Et si chacun fait sa part, si on cesse de distraire les institutions, il est tout à fait possible que les élections se déroulent dans les délais qui sont inscrits dans le calendrier. Parce que le gouvernement est prêt à faire sa part. La communauté internationale, je n'ai jamais entendu des promesses aussi positives de sa part. On va donner les moyens. Ça ne sera pas une excuse. Le plus riche dit ça ne sera pas une excuse. Donc il va mettre la main au portefeuille pour libérer les fonds qu'il faut. Le Parlement va revenir en session
vers le 15 mars, et je sais qu'il y a déjà des prédispositions pour accélérer le vote de ces lois essentielles qui restent, surtout pour les élections qui sont prévues pour 2015. Donc les choses devraient aller sans beaucoup de problèmes. On parle du déficit de consensus. Ce n'est pas assez consensuel. J'ai difficile à saisir ce concept-là, s'agissant de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que le concept d'indépendance de la Commission ne limite-t-il pas la possibilité d'un consensus? Est-ce que ce n'est pas le législateur congolais lui-même qui a voulu donner à la Commission cette indépendance? Alors, au nom de quoi? Sans changer la Constitution, sans changer les lois aujourd'hui en vigueur, nous pourrions, nous, acteurs politiques, décider qu'il faut que nous soyons partie prenante du travail de la Commission que nous avons voulu autonomiser nous-mêmes. On l'a autonomisé par la loi, on l'a autonomisé par sa composition. Nous y sommes tous représentés. La majorité s'y trouve, l'opposition s'y trouve, la société civile la préside même. Alors, est-ce que ce n'est pas là-bas que le consensus est à rechercher ou a été recherché pour sortir ce calendrier qui est là maintenant et qui nous appartient d'exécuter? Quel est ce consensus-là? Le consensus risque de violer l'indépendance de la Commission. Donc, peut-être devrions-nous revisiter la Constitution qui proclame l'indépendance de la Commission, revisiter la loi organique qui organise le fonctionnement de la CENI pour limiter l'indépendance de la CENI, et à ce moment-là, nous pourrons nous tous nous déverser dans les travaux de la CENI pour chacun y mettre ses propositions, comme ça sera consensuel. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Il faudrait que nous, Congolais, sachions ce que nous voulons. Nous voulons une commission indépendante qui est seule juge du calendrier électoral, composé par des gens que nous avons désignés, ou bien nous voulons, après avoir désigné des gens, aller encore comme force politique, nous intégrer pour influencer le travail de la commission. C'est ça que le mot consensus cache, et qui risque de violer tous les textes en vigueur. Alors, on dit on risque un glissement, j'ai lu même qu'on risque un glissement parce que le gouvernement veut imposer une force majeure. Mais attendez, un cas de force majeure, on le constate quand il advient. Je ne peux pas maintenant vous dire, écoutez, je ne peux pas vous fixer rendez-vous à 18h parce que la pluie va tomber. Comment? Je ne suis pas météorologue, je n'ai rien consulté. La pluie, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas dire non, les élections n'auront pas lieu parce qu'il y aura une guerre, à moins que vous-même vous vouliez faire la guerre. La guerre, c'est un cas de force majeure. Alors, quel est ce cas de force majeure qu'on peut comme ça présumer maintenant pour des choses qui vont se faire dans 1 an, dans 2 ans? C'est parler pour ne rien dire. Un cas de force majeure, lorsqu'il advient, on le constate, on le gère, et c'est tout. Alors, qui a parlé de cas de force majeure? Pourquoi il y aurait un glissement pour un cas de force majeure? Ne devons-nous pas nous tous travailler pour qu'il n'y ait pas de cas de force majeure? C'est ça la vie dans une société. Et s'il advient un cas de force majeure, si la terre tremble, s'il y a, je ne sais pas, un tsunami qui monte de Mwanda jusqu'ici, mais on verra bien à ce moment-là. C'est quoi ces cas de force majeure qu'on invente comme ça, 1 an, 2 ans, on ne sait même pas de quoi on parle, uniquement parce qu'il faut critiquer? Non. Le calendrier est là, mettons-nous à l'œuvre, essayons de l'appliquer. S'il y aura un cas de force majeure, on en parlera au moment où il surviendra. Alors, prioriser les élections du président et des législatives parce que les locales ne sont pas importantes. Mais d'où est sorti ce principe-là que les élections locales ne sont plus importantes? D'abord, c'est nous-mêmes qui avons été à Sun City, où nous avons dit que l'élection la plus importante, c'est les élections locales, et qu'à partir de là, l'architecture de la démocratie peut se construire sur de bases solides. Et je me souviens de grands leaders de l'opposition qui disaient « on ne construit pas une maison par le toit ». Donc construisons par la base, commençons par des élections locales. Nous avons failli à cette obligation en 2006. Mais nous avons eu le toit. On a eu la présidentielle, on a eu les législatives.
On a eu quand même les provinciales. Puis en 2011, nous avons toujours failli pour les locales. Mais on a eu encore la présidentielle, on a eu les législatives, on n'a même pas eu les provinciales. Alors dites-moi pour quelle raison, pour 2015-2016, les locales ne seraient plus importantes. Pour quelle raison? La démocratie à la base. Celui qui va faire ma petite route, celui qui va venir, à qui je peux demander des comptes, pourquoi il y a des moustiques chez moi, alors que je paye chaque fois de l'argent au titre d'impôt et tout ça. Mais c'est très important. Et le fait d'avoir ces élections locales ne remet pas en cause les élections législatives ou l'élection présidentielle. Serons-nous cette classe politique qui prend des décisions à Sun City et puis quelques jours plus tard, parce que je suis candidat président, les locales ne sont plus importantes puisque je ne suis pas candidat au local? Mais c'est quoi cette façon de ramener l'État à sa petite personne? L'État, c'est pour tous les Congolais. Et tous les Congolais ont besoin d'être ceux qui choisissent les chefs de secteur, qui choisissent les bourgmestres, qui choisissent les maires, qui choisissent les gouverneurs, qui choisissent le président. Il n'y a pas qu'un président dans un pays. Il y a des gens qui vivent, ils naissent, ils vivent, ils meurent, sans avoir jamais vu un président. Mais ils sont gérés par des autorités. Ils doivent choisir ces autorités-là. Et nous-mêmes, nous avons dit, dans nos lois, que ces élections doivent avoir lieu. Elles n'ont jamais eu lieu depuis que nous avons commencé en 2006. Donc elles deviennent prioritaires. Et la Commission a bien fait de les mettre en priorité, puisqu'au moins celles-là n'ont jamais eu lieu. Voilà ce que moi, j'en dis. Les numéros de l'opposition qui auraient été bouchés. J'ai protesté un peu auprès de Top Congo parce qu'ils ont mal rendu l'entretien que j'ai eu avec eux. Ils m'ont dit, il y a des amis de l'opposition qui disent que leurs numéros ont été bouchés. Et je leur ai répondu, il n'y a encore aucune mesure de bouchage qui est en cours jusqu'au moment où nous parlons. Parce que le gouvernement, au moment où je parlais, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, s'est donné 15 jours pour appeler le public congolais, pas l'opposition. Est-ce qu'il n'y a que l'opposition qui a des téléphones dans ce pays? Appeler le public congolais. C'est-à-dire même moi, si j'ai une SIM et que je ne me suis pas fait enregistrer sur cette SIM-là, on m'appelle aussi à aller me faire enregistrer dans la boutique où j'ai acheté la SIM. Passé 15 jours, on va boucher tous ceux qui ne se seront pas fait identifier. Et j'ai donné l'exemple de l'Italie. L'Italie où notre président est allé, il n'y a pas longtemps, en mission. Où il a essayé d'avoir une cible, le président de la République. L'ambassade se démène, tout ça. Puis on vient, on dit, Excellence, rien à faire. On nous a donné un formulaire, mais nous devons attendre 2 jours. Et on va aller retirer le numéro à la police. Et est-ce que vous pourriez, est-ce qu'on peut venir vous faire des photos ici? Quelles photos? Non, la police, on fait des photos pour vous donner une SIM. Et il a désigné un collaborateur qui a pu faire ces formalités-là. On doit identifier les gens qui naviguent sur les autoroutes de l'information, surtout dans cette situation où nous connaissons maintenant une flambée d'actes terroristes, d'actes criminels et tout ça. Identifier les gens, c'est quand même un devoir élémentaire pour un État. Alors nous avons dit dans 15 jours, il faut que les gens s'identifient parce qu'il faut le temps de prévenir les gens. Les sociétés doivent faire des appels, le ministère de PTNTIC également, le ministère de l'Intérieur, pour que le public sache qu'il doit, s'il ne l'a pas fait, parce que ça fait 5 ans que nous disons cela, il y a toujours des rescueurs. Maintenant on a dit on va le faire, passer ce délai, maintenant je crois que c'est 9 jours, passer ce délai, on va commencer à boucher. Donc quand quelqu'un de l'opposition dit qu'on l'a bouché à cause des événements, ce n'est pas vrai, parce qu'on n'a pas commencé. Et ceux qui sont bouchés à cause des événements ne le sont ou ne peuvent l'être que par décision judiciaire. Comment un gouvernement peut assumer de prendre une mesure comme ça qui est pratiquement une mesure pénale? Boucher le téléphone de quelqu'un. Encore faut-il le connaître, parce que quelqu'un dit, moi je n'ai pas, on ne m'a pas dit d'aller m'enregistrer et on a bouché mon numéro. Mais comment on a su que c'est votre numéro si vous n'êtes pas enregistré? Comment on peut savoir que c'est votre numéro? Donc c'est complètement faux. Si vous avez utilisé votre téléphone pour commettre une infraction, pas seulement les marches ou quoi, et qu'on découvre, et vous, journalistes, vous êtes souvent victimes de ce genre de choses, des gens qui vous téléphonent, et vous voyez, il n'y a pas de nom et tout ça. Mais ces gens doivent être sanctionnés.
Et pour cela, il n'y a qu'un magistrat qui peut ordonner. Donc jamais je n'ai dit que le gouvernement assume. Je ne peux pas assumer les actes d'un magistrat. Je ne suis pas de la magistrature. Il n'y a qu'un magistrat qui peut décider tel numéro, on l'a utilisé pour commettre un acte pénalement punissable, je bouche. C'est le juge qui décide. Donc c'est complètement faux ce qui a été dit, que le gouvernement a reconnu qu'on a bouché les numéros des opposants. Non. Tout individu qui a un téléphone doit se faire enregistrer. Je profite même de cette conférence pour le dire. Il faut se faire enregistrer. Dans 9 jours, on commencera à boucher ceux qui ne se seront pas fait enregistrer. Voilà ce qui a été dit. Et il n'y a pas encore d'opération de bouchage automatique. Les seuls bouchages sont de nature judiciaire. Nous n'avons pas de responsabilité lorsqu'un juge décide de boucher un numéro parce qu'un acte pénalement répréhensible a été commis. Voilà, nous clôturons avec la prospérité. Oui, Eugène Condé, journal La Prospérité. Monsieur le ministre, puisque vous avez évoqué les noms de John Kerry, Rhys Feingold et Didier Reynders, je dirais que la RDC reste très gâtée en matière d'accueil d'envoyés spéciaux. Et si ce n'est pas celui de Nations Unies, alors c'est la présence de l'envoyé de Barack Obama qui est signalé. Ou si ce n'est pas lui, c'est alors c'est Didier Reynders dont la présence est signalée. Et dernièrement aussi, il y a un Africain chargé des opérations de la MONUSCO qui s'en va. Et maintenant, il y a un Américain qui arrive. Cette fois-là, on l'adjoint le volet opération militaire. Alors, l'opinion voulait savoir que cache derrière tous ces va-et-vient. Quel message apporte-t-il? Des messages qui ne peuvent pas se faire par voie diplomatique. Merci. Ce que cache cela, je pense que c'est l'importance stratégique de la République démocratique du Congo, qui saute aux yeux de tout le monde. C'est le fait que nous ne sommes pas un pays comme les autres. Et deuxièmement, que nous ne sommes pas perçus comme on perçoit d'autres pays. Et c'est là que nous nous battons. Nous, nous souhaitons être un pays que l'on perçoive comme d'autres pays. Nous ne doutons pas de l'importance stratégique de notre pays. Nous ne reprochons pas à nos partenaires l'importance qu'ils attachent à ce qui se passe ici ou à ce qui pourrait se passer. Ici, c'est tout à fait normal. Mais nous souhaitons être un pays avec des institutions que l'on respecte, avec son autodétermination, que l'on consulte lorsqu'il s'agit des questions qui le concernent, mais qu'il y ait un intérêt marqué. Ça pourrait à la limite même nous flatter, que l'intérêt soit plus marqué vers nous que vers d'autres. Ça pourrait nous flatter si ça nous fait du bien, et seulement si ça nous fait du bien. Mais si c'est pour nous écraser, si c'est pour diminuer notre capacité à nous prendre en charge, si c'est pour nous réduire en une sorte d'esclavage qui ne dit pas son nom, alors nous avons toutes les raisons de résister. Mais l'intérêt en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec l'importance stratégique, l'importance des potentialités de notre pays, ce que nous représentons dans ce sous-continent, le poids démographique qui fait que les conséquences d'une déstabilisation ici ne peuvent pas être comparées aux mêmes conséquences dans un autre contexte qui est moins lourd que notre contexte à nous. Donc il est normal qu'il y ait plus d'intérêt vis-à-vis de nous, mais sachons quand même défendre notre dignité, sachons défendre nos droits. Puisqu'on parle du droit de l'homme, la dignité est aussi un droit, notre souveraineté est aussi un droit, nous devons pouvoir défendre tous ces principes-là. Voilà ce que j'ai à dire en réponse à cette dernière question. Et je vous remercie pour votre attention. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos.
Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ki eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko. One love.